Vite, il faut que je trouve une idée de vidéo. Ah, on est lundi, je n'ai rien préparé, lol. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les objets magiques. J'étais parti en vacances un tout petit peu, j'avais plein de trucs à faire, j'ai cru que j'allais pas réussir à faire une vidéo aujourd'hui, mais là, il faut faire vite, sinon je vais être puni par l'algorithme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les objets magiques un petit peu, on va essayer de parler de moyens de rendre les objets magiques peut-être, je sais pas s'ils seront plus intéressants, je pense que si, mais aussi de sortir un peu du schéma qu'on a dans beaucoup de jeux, où en fait on a pléthore d'objets magiques un peu classiques, qui donnent des bonus. J'ai plus 2 en force, j'ai plus machin, j'ai plus truc, qui sont très intéressants comme objet pour faire une progression verticale du personnage, le rendre de plus en plus fort, mais qui parfois pose un peu problème parce qu'on sait pas trop quand les donner, on a peur de déséquilibrer son jeu, etc., etc. Donc on va essayer de trouver un petit peu des alternatives pour avoir peut-être des objets qui demandent plus de, je sais pas, de réflexion, des objets un peu plus insolites ou qui imposent des challenges, ce genre de choses, pour avoir une progression moins verticale et peut-être un petit peu plus horizontale, par exemple des objets qui permettent de faire de nouvelles choses à vos personnages plutôt que de les rendre plus forts là où ils sont déjà censés briller, ou peut-être des objets qui vont permettre des interactions un peu spéciales. Si vous voyez pas de quoi je parle par progression horizontale et verticale et tout, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche si vous êtes intéressé par le jeu de rôle en général, puisque c'est le sujet de cette chaîne. Et aussi, n'hésitez pas, à la fin de la vidéo, à donner des idées de sujets qui vous intéresseraient de voir traités sur la chaîne. C'est toujours très intéressant. Donc, les objets magiques. Les objets magiques, c'est très chouette parce que ça permet de faire évoluer les personnages sans nécessairement faire des montées de niveau, faire des trucs d'expérience et tout. Et puis, ce qui est cool avec la progression avec l'objet magique, c'est qu'avec un peu de chance, ça va avoir un vrai impact narratif. C'est-à-dire que déjà, la découverte de l'objet magique, c'est un moment intéressant. Devoir conserver cet objet magique, ça peut être intéressant et créer de l'histoire. La convoitise autour de l'objet magique. Et puis aussi, en général, cet objet magique, il a une place dans votre univers. Donc, c'est plutôt cool. Et parfois, on a tendance à pas trop en mettre parce qu'on a peur de casser le jeu, entre guillemets. Alors, tout dépend des jeux auxquels vous jouez et de la tolérance de vos joueurs au fait que vous veniez leur reprendre ces objets magiques, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, là on va plutôt parler de manière de faire vivre un peu ces objets magiques, de faire des petites variantes, des petits trucs. On commence tout de suite. Donc plutôt que donner un anneau de force de géant à vos joueurs, qu'est-ce que vous pourrez leur donner? Une première chose que vous pourrez leur donner en termes d'objets, alors qui sont pas forcément magiques en l'occurrence, c'est les consommables. Les consommables, c'est tout ce qui va être les potions de soin, les potions d'invisibilité, l'eau bénite, tous ces trucs-là, on les connaît bien. Il y en a de toutes sortes, des parchemins, des baguettes, des trucs avec des utilisations limitées. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, mais il y a un mais. Le truc avec les consommables, c'est que, en général, les joueurs, j'ai l'impression, et ça vient peut-être, comment dire, que les joueurs, en fait, ont une sorte d'aversion à la perte. Les joueurs, quand ils gagnent un truc, ils n'ont pas envie de le perdre ensuite. Et donc, les consommables, ils vont souvent s'en servir en dernier recours. Et du coup, ce que je vous invite à faire pour que vos joueurs utilisent plus souvent leurs consommables, c'est de leur mettre des challenges suffisamment importants pour qu'ils se sentent obligés de se servir de ces consommables. C'est-à-dire d'abuser peut-être un petit peu plus des monstres qui ont des capacités spéciales, par exemple, si on parle d'un truc un peu la D&D ou ce genre de choses. Pour créer un monstre stylé, finalement, on n'a pas besoin de lui mettre forcément plein de capacités différentes. Il va avoir des points de vie, de l'attaque, des dégâts, des machins, des trucs, et en fait, c'est vos descriptions qui vont le rendre, faire varier le monstre. Et après, vous pouvez avoir des variations mécaniques, genre par exemple, ça peut être un monstre qui a une forte initiative, qui attaque vite, qui se déplace vite et tout, et ça va avoir des impacts tactiques. Mais je pense qu'en utilisant plus de créatures, par exemple des créatures éthérées, qui ne peuvent être touchées que par la magie, ou alors des créatures avec des résistances, des immunités, des créatures avec des points faibles, genre par exemple, je sais pas, une créature qui se repère qu'à l'odorat, vous allez pouvoir comme ça susciter une réaction de la part de vos joueurs en se disant « Ah si la créature, elle ne fonctionne qu'à l'odorat, on pourrait utiliser un objet, magique ou non, qui va avoir une odeur spécifique et qui va perdre la créature, par exemple. Si c'est une créature immunisée au feu, il va nous falloir l'équipement adéquat, genre par exemple les huiles magiques, les trucs un peu de Witcher qui vont nous permettre de la vaincre. Et du coup, pour ça, il faut non seulement donner ce genre de capacité aux créatures, mais aussi faire en sorte qu'elles soient très fortes, en fait, si on ne profite pas de ses points faibles. Parce que si c'est pas un avantage véritable pour la créature d'être immunisée aux dégâts, etc., qu'on est un peu permissif là-dessus, ça va réduire l'intérêt des consommables, et du coup, on va moins s'en servir. Aussi, de manière naturelle, si vous augmentez la difficulté de vos combats, il va falloir utiliser plus de potions de soins, etc., etc. Un autre danger qu'il peut y avoir un peu avec les consommables, je pense, c'est que du coup, on se dit...
Ok, mais ça veut dire que dans mon univers, ben, c'est un peu omniprésent ces objets. Et si mes PJ commencent à vouloir les créer, est-ce que j'ai un système pour ça et tout et tout? Et ça devient complexe. Et puis on peut aussi se dire que si nos PJ sont capables de créer des potions et tout, ils vont commencer à en abuser. Donc on peut peut-être faire en sorte qu'elles soient rares et pas en mettre trop, etc. etc. Ben, dans ce cas-là, des moyens assez simples de gérer ça, c'est par exemple de dire que si vous buvez 2 potions, il y a un effet dangereux en fait. Vous pouvez pas consommer trop de potions sur une courte durée ou trop de potions différentes en même temps. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo The Witcher, ou ce qu'on retrouve par exemple, bah, je crois, dans les règles de Old School Essentials, que je viens de recevoir en PDF. Je trouvais l'idée simple, mais sympathique. C'est que si vous buvez plusieurs potions, bah, vous allez prendre cher. Peut-être devoir faire des jets de sauvegarde contre le poison, etc. parce que vous vous intoxiquez. Et puis aussi, il faut se dire que si on a mis des objets magiques comme ça présents, des potions, des objets alchimiques et tout, bah nos ennemis peuvent tout à fait s'en servir aussi. Et du coup, le fait que les ennemis s'en servent, ça va peut-être aussi inciter vos PJ à faire la même chose parce qu'ils se battent plus à armes égales avec leurs adversaires. Et ce qui est sympa pour terminer sur les consommables, bah, c'est que quand vous donnez ce genre de petites potions aux PJ, vous avez moins ce truc de vous dire ok, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de leur donner plus 2 en force là pour toujours, genre l'objet ils vont l'avoir, ils vont être beaucoup plus forts, je vais devoir augmenter tous mes monstres artificiellement pour augmenter la difficulté et tout. Toutes ces questions là d'équilibrage et tout, qui pourraient faire l'objet d'une autre vidéo, se posent un peu moins parce que le consommable en fait, il relève plus du choix. C'est est-ce que vous allez vous en servir, est-ce que vous n'allez pas vous en servir, et une fois que vous l'avez pu, vous ne l'avez plus. Donc c'est pas trop grave de donner un objet consommable trop fort, il sera utilisé une fois, ce sera super cool. Que vos PJ l'utilisent très vite, ou qu'il l'utilise pour battre votre boss que vous aviez préparé depuis très très longtemps, et vous pensiez que ça allait être un combat corsé, et finalement votre PJ il ressort la potion à la dernière seconde, ah c'est pas trop grave, tant pis, ils auront battu ce boss facilement. Ce monstre pour lequel vous aviez imaginé un truc épique. C'est pas plus mal qu'ils le battent facilement s'ils ont eu la bonne idée de se servir de cet objet magique, et puis cet objet magique, peut-être qu'ils ne le retrouveront jamais, donc ça a un prix, c'est un choix, c'est intéressant moi je trouve. Ensuite, un autre moyen de rendre les objets magiques, peut-être là pour le coup, qui donne des bonus plus fixes, plus intéressants, bah, c'est de leur mettre des petits problèmes, ou des utilisations complexes. Ça peut être, par exemple, un objet dont l'utilisation est conditionnée. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a une armure qui augmente énormément la classe d'armure, pour rester dans les termes dojonesques, mais en fait, elle ne fonctionne que si elle est enflammée, par exemple, cette armure. Et du coup, quand votre PJ veut bénéficier de cette armure pour pouvoir encaisser les dégâts physiques, j'en sais rien, ça... mettons, à chaque fois qu'on frappe le mec qui a cette armure, il y a une sorte de bouclier qui apparaît de force, une sorte de champ de force, et qui ne s'active que si l'armure est enflammée, bah, le PJ déjà va devoir trouver un moyen d'enflammer son armure, donc ça va peut-être l'obliger à consommer un sort, à consommer un consommable, ou encore à subir des dégâts, tout simplement parce qu'il s'enflamme, donc il fait une sorte de sacrifice pour se servir de cette armure, mais par contre elle le rend extrêmement résistant aux frappes lourdes, aux coups contondants, tranchants, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme objet conditionné? Il pourrait y avoir des objets qui ne fonctionnent que si vous êtes ivre, des objets qui ne fonctionnent que si vous êtes calme. Mettons, il y a une arme, pour l'utiliser, vous devez être d'un calme absolu, et ben elle fonctionnera moins bien contre des ennemis qui provoquent de la terreur, ou si vous avez un jeu avec une mécanique de sang-froid où votre PJ peut prendre peur, et dans ce cas-là, l'arme elle veut pas que son porteur ait peur, et donc elle va lui tomber des mains. Et ça m'amène du coup aux objets intelligents, parce qu'une arme qui s'adapte en fonction du comportement de son porteur, peut-être qu'elle a une forme d'intelligence, et ça peut être très sympathique aussi. Les objets intelligents, on en voit dans pas mal de films et tout. Je sais pas, genre de base, l'anneau unique, bon, il est pas intelligent, genre en mode il parle et tout, mais il a un peu une volonté propre, etc. Donc c'est des objets qui vont jouer des tours à vos personnages, ou alors qui recherchent leur maître, ou alors qui ont des exigences spécifiques. Et par intelligent, ça veut pas forcément dire qu'ils parlent ou quoi. Ça peut être juste cet effet un peu mystérieux, on ne sait pas pourquoi il vous échappe des mains, comme on parlait de l'épée avant. Puis ça me fait penser aussi à des... Là, on sort un peu de la catégorie objet magique, mais pour moi, ça reste, entre guillemets, dans cette catégorie, puisque c'est une sorte de récompense qui n'est pas due à une progression du personnage intrinsèque. Mais par exemple, genre avoir un esprit un esprit dans une lampe, en mode... le génie d'Aladin, ou alors Calcifère, je sais pas si vous voyez dans le château ambulant, genre une sorte d'ifrite ou un truc comme ça qui est à votre service, qui peut vous donner des capacités spéciales, mais il a toute une personnalité et tout, et du coup ça peut même créer des interactions avec l'objet lui-même, entre guillemets. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Un autre truc qui peut être assez intéressant, je pense, c'est des objets avec des paliers. Là c'est plus une technique purement mécanique, pour limiter la puissance des objets qui donnent un bonus flat, un bonus plat, genre plus 2 en force, pour garder le même exemple. Bah, c'est plutôt que de se dire que les objets donnent plus 2 en force, par exemple. Ils portent le bonus de force du personnage à un endroit, mais il le capte en même temps. Il fait aussi plafond. Donc,
s'il commence à s'améliorer et tout, cet objet va devenir obsolète. Parce que à la fois c'est une augmentation, mais aussi une limitation. Et donc ça c'est plus pour éviter l'accumulation d'objets magiques. Après il y a d'autres mécaniques qui permettent d'empêcher l'accumulation d'objets magiques. Genre par exemple, comme on disait, le fait de boire plusieurs potions, que ça a un effet intoxicant. Ou alors, il me semble que dans D&D, je sais plus le nom exact, parce que je ne suis pas un professionnel de D&D, vous pouvez pas porter autant d'objets que vous voulez, d'objets magiques que vous voulez, sinon il s'annule quoi, et ça marche plus. Ça me fait penser aussi à Symbaroum, pareil dans le même genre de limitation. Dans Symbaroum, chaque utilisation d'un objet magique entraîne en général la corruption de votre personnage. Et quand il est complètement corrompu, il devient une abomination. Et c'est terminé, quoi. Et d'ailleurs, dans Symbaroum, ce qui est assez intéressant aussi, mais qui en même temps peut bloquer un peu l'utilisation des objets magiques, parce que non seulement quand vous allez utiliser l'objet magique, vous allez recevoir de la corruption temporaire, donc la corruption temporaire que vous perdez ensuite au fil du temps, mais en même temps, au moment où vous liez à l'objet, vous prenez de la corruption permanente, qui ne part pas, et donc qui vous approche indubitablement, petit à petit, du stade d'abomination. Alors après, dans l'univers de Symbaroum, il y a des moyens de perdre de la corruption permanente, etc., potentielle, mais c'est quand même un prix fort à payer pour pouvoir utiliser cet objet magique. Le problème de ça, c'est que pour les joueurs un peu play to lose, c'est-à-dire qui aiment bien mettre leur personnage dans les situations difficiles, ou les personnages voilà, qui aiment bien un peu cette idée de sacrifice, qui aiment ce côté corruption, tout va bien, mais pour les joueurs un petit peu plus... Voilà. Dans les premières parties, moi personnellement, là, les gens avec qui j'ai joué, ils avaient tendance à pas vouloir se servir des objets. Donc même problème un peu que pour les consommables. Ensuite, un autre moyen de gérer un peu cette utilisation d'objets magiques, c'est tout simplement de repenser leur place dans l'univers, comme on disait un peu au début. C'est de dire que si les PJ commencent à avoir des objets magiques, ils vont être convoités, et ça va leur créer des ennemis, etc., etc. Et des ennemis qui, comme ils convoitent l'objet magique, savent que les PJ ont l'objet magique, et donc peuvent, logiquement dans l'univers, adapter leur stratégie au fait que les PJ aient l'objet magique. Parce qu'en fait, un problème qu'on a souvent aussi, c'est que quand nos PJ commencent à être trop forts, on pourrait essayer de créer des challenges à chaque fois qui sont faits exprès pour les contrer. Genre, c'est-à-dire, ok, mes PJ maintenant, ils ont des super armures, ils sont imbattables à l'épée dans les combats classiques. Je vais faire que des combats avec des élémentaires qui contrent complètement cette stratégie. Pour moi, c'est pas foufou. Il vaut mieux trouver des manières plus malines, soit de leur faire perdre la puissance qu'ils ont eue, ce qui certes est frustrant, mais en même temps fait partie pour moi de l'histoire et du jeu, et de faire ça toujours avec cohérence, évidemment. Et puis, si ils sont trop forts dans un domaine, et ben tant mieux pour eux, c'est un avantage qu'ils peuvent exploiter. Mais par contre, qui peut se retourner contre eux si c'est cohérent. C'est l'idée que si vous affrontez un méchant 1, 2, 3 fois, il commence à apprendre votre stratégie, à mettre des espions sur votre dos, et il va pouvoir vous contrer, il va pouvoir trouver votre kryptonite. C'est pas tout l'univers qui change pour vous contrer, c'est les gens qui vous connaissent. Et pour les objets magiques, ça marche très très bien, avec le fait qu'ils puissent être convoités. C'est une idée qu'on retrouve par exemple dans Forbidden Lands. Vivement qu'il arrive celui-ci, vivement qu'il arrive. Dans Forbidden Lands, on vous dit, vos PJ, certes, ils vont accumuler des richesses, certes, ils vont avoir des artefacts et tout, parce que c'est un jeu où on joue vraiment des chasseurs de trésors, des raiders. Une fois qu'ils auront tout ça, ils vont avoir des ennemis, ils vont devoir réussir à protéger ce petit patrimoine qu'ils ont eu. Les gens vont devenir jaloux de leur réussite, ou alors les méchants ne vont certainement pas être contents qu'on leur ait piqué leurs artefacts. Donc ça va créer du jeu. Donc voilà un peu pour toutes les idées qui me sont venues pour cette vidéo. Il y en a sûrement d'autres, on pourra refaire d'autres vidéos. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant je vous parlais de 2-3 objets magiques que je trouve assez rigolos. C'est le petit bonus. Le petit bonus, on a d'abord les anneaux de téléportation de Divinity. Je sais pas si vous avez déjà joué à Divinity Original Sins 2. C'est un jeu vidéo dans lequel voilà, c'est du tour par tour, c'est un RPG très tactique, très roleplay avec beaucoup de textes, plein de trucs super marrants, l'univers est super cool et vous avez une grande liberté dans la manipulation des objets. C'est par les mêmes mecs qui créent Baldur's Gate 3 actuellement. Et en gros, dans le Divinity Original Sin 2, très tôt dans le jeu, vous obtenez un objet, ou plutôt 2 objets, et il me semble que c'est des anneaux, ou alors c'est des gants de téléportation peut-être. Dans le jeu, vous pouvez un peu en abuser. Et en fait, l'idée, ce serait de faire une paire d'anneaux que les PJ portent, 2 PJ choisissent de porter, et ils peuvent se téléporter l'un vers l'autre. Et là, en termes de tactique et tout, il y a plein de trucs intéressants qui peuvent se faire. Ça peut partir dans tous les sens, donc à voir, hein. Ça peut foutre le bordel. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est plutôt cool, parce que ça pousse les PJ à faire un peu des petites stratégies autour de ça. Donc en termes tactiques pendant les combats, et puis aussi même pour l'infiltration. En fait, ils vont pouvoir résoudre beaucoup de problèmes avec ces anneaux, s'ils sont malins et qu'ils trouvent des moyens de s'en servir. C'est un peu le même concept d'ailleurs que dans
Game of Roll, animé par Fibre Tigre avec les gens du stream. À l'époque, dans la campagne Aria saison 1, un truc comme ça, ils avaient des pierres, ils pouvaient les lécher, et quand ils léchaient la pierre, ça les téléportait à l'autre pierre. Ça, je trouve que c'est le genre d'objet magique qui est très rigolo pour des PJ inventifs, et qui peut se retourner contre eux. Ça, c'est intéressant aussi. On peut leur voler la pierre. Imaginez, les méchants vous volent la pierre. Vous êtes obligé d'abandonner la pierre, parce que sinon les méchants à tout moment peuvent se téléporter vers vous. Mais d'un autre côté, vous aussi, vous pouvez vous téléporter à tout moment vers le propriétaire de la pierre. Mais si vous ne savez pas qui est le propriétaire de la pierre, ou de l'anneau, je sais plus, je me suis perdu, le propriétaire du deuxième objet, est-ce que vous avez vraiment envie de vous téléporter pour savoir où il est? Si vous avez perdu votre anneau, vous n'avez pas forcément envie, si vous pouvez vous téléporter que tout seul, d'aller vous téléporter au deuxième anneau pour le retrouver. Donc ça, je trouve que ça peut être rigolo. Deuxième objet magique que je trouvais marrant, là, c'est dans Old School Essential, justement. Dans Old School Essential, je crois que c'est une potion. Quand vous la buvez, vous pouvez entendre par les oreilles de quelqu'un d'autre. Alors je me souviens plus exactement de la description exacte, je dois vous l'avouer. Mais tout simplement un objet qui permet d'entendre par les oreilles d'un autre, je trouve ça assez rigolo. Ça fait une sorte d'objet matériel d'espionnage, mais un peu limité, parce que c'est dans les oreilles d'un autre, donc ça se déplace, votre source d'information se déplace. C'est pas comme une caméra ou un micro que vous pourriez mettre dans une pièce. Et puis en plus, vous vous contentez du son. Donc vous savez pas forcément à qui il parle et tout. Et du coup, ça peut créer du jeu, ça peut créer des situations intéressantes. Et en tant que maître de jeu, vous pouvez vous en servir... Enfin, c'est un objet très fort, mais vous pouvez vous en servir un peu comme... Vous pouvez contrôler un peu ça, cette situation. Vous pouvez dire que les méchants, ils ont un code secret pour discuter, ce genre de choses. Autre objet, c'est... alors là, j'ai plus le nom, mais je vous mettrai une image. Là, c'est les deux derniers objets, ils viennent du jeu Quest. Le jeu Quest qui est plutôt cool, j'en ai fait une vidéo. Très cool pour l'initiation ou pour jouer de manière très légère, avec des règles très très simples, et qui a pourtant sa profondeur, ou en tout cas sa diversité dans toutes les capacités que vos personnages vont pouvoir avoir, tout en ayant des règles super épurées, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et dans Quest, il y a aussi des objets qui sont très intéressants. Il y en a un, c'est une boîte qui, lorsque vous négociez avec quelqu'un, et que vous l'ouvrez, contiendra une illusion de ce que veut la personne. En gros, cette boîte permet de deviner un objet de valeur que désire vraiment la personne, et d'en créer une illusion. Et je trouve que c'est super cool parce que bon, ça peut servir dans les négociations, donc vous pouvez faire apparaître des fausses pièces d'or, des machins, des trucs, ce qui peut vous entraîner des problèmes par la suite quand la personne se rend compte que c'était une illusion, quand le fisc des magiciens arrive, tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet tout simplement de faire apparaître le truc que la personne désire. Vous n'êtes pas obligé de lui refiler l'illusion. Et du coup, vous pouvez deviner à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un l'objet de son désir le plus fort. Et ça, je trouve que c'est très intéressant en termes de RP et d'impro. Pour le MJ, parce que ça peut créer des sortes de quêtes secondaires très très facilement en fait, l'objet lui-même génère des quêtes, et puis vous pouvez tout simplement aussi dire au PJ de choisir l'objet que désire la personne. Après il y a un autre objet tout bête, c'est une pièce, pareil je vous mettrai l'image, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une pièce que vous portez sur vous, une pièce magique, qui lorsque vous la portez vous fait ressentir que tous les objets sont plus lourds je crois, enfin il y a un petit effet comme ça, un petit effet d'ambiance, ça aussi c'est intéressant les effets d'ambiance, je vais pas retourner en arrière mais mettez des petits effets d'ambiance à vos objets, faites-les vivre. Et donc cette pièce, elle fait que, en fait, quand le PJ meurt, il me semble, ça tombe, je vais me débunker directement parce que je vais mettre l'image et vous allez vous rendre compte que ce que je dis dans la vidéo ne correspond pas à ce qui est écrit. Mais l'idée, en gros, c'est que quand vous mourrez, vous perdez la pièce. Non, vous apparaissez au paradis, un truc comme ça. Dans un paradis, dans un autre plan d'existence. Vous vous retrouvez tout nu, sans rien, vous êtes au paradis. Et vous avez juste cette pièce. Et là, le gardien un peu du paradis va vous demander « Donne-moi la pièce, tu pourras retourner dans le monde des mortels. » Et si vous ne lui donnez pas, il va tout simplement vous dire « Gambade dans ces prairies infinies et termine ta vie dans ce paradis parfait. » Et tant pis, vous êtes mort. Et en gros, c'est une sorte de pièce qui sert de point de sauvegarde, tout simplement. Ce qui peut vous permettre, sans utiliser de trucs méta, c'est-à-dire des points de chance, des points de destin et tout, donner une petite chance à un de vos PJ de prendre plus de risques ou de sauver sa peau au cas où il meurt dans un jeu un peu mortel, si par exemple vous étiez habitué à jouer à des jeux pas trop mortels où vous avez tendance à beaucoup sauver vos PJ en trichant derrière l'écran, etc. et que vous voulez tenter un jeu un petit peu plus mortel mais quand même vous voulez mettre une ceinture de sécurité, ce genre d'objet peut être assez intéressant. Ça donne une chance supplémentaire au PJ. Et puis si après un combat très très difficile il meurt, voilà, il a ce petit objet magique dont il avait hérité de son père, qu'il avait retrouvé au bord de la cheminée, qu'il le sauve. Et maintenant il a compris la leçon et en plus c'est cohérent dans l'histoire, genre en mode il s'est fait sauver par l'objet magique. Bref, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à liker, à vous abonner et tout. Et surtout,
à donner des idées pour de futures vidéos. Si vous avez des problématiques que vous rencontrez, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Et sinon, vous pouvez venir en parler sur le Discord et d'autres gens pour vous donner leur avis. Abonnez-vous, portez-vous bien, bon jeu, bonne journée.